Il faudra encore le démembrer. Plusieurs voies possibles, beaucoup de solutions. Avec le début du siècle et ses innovations, après les charniers et avec le surréalisme, une fascination s'impose aux artistes. La folie, sa liberté, ses inventions hors normes, ses vérités, sa logique discordante. Ainsi est né le label Art Brut. Éclat d'un tout autre réel, celui de l'enfermement psychiatrique mis sous les projecteurs du monde de l'art. Efficace leçon donnée par la folie à un univers sclérosé et normé. Mais on en oublierait presque une chose qui malgré les apparences n'est pas un détail. On en oublierait presque l'infinie douleur qu'est la folie. Car c'est bien la souffrance qui est hors norme ici. Et c'est bien l'horreur qui donne naissance à cette mise en forme décalée que l'on appelle l'art brut. Mise au point faite, rencontre avec l'inventeur du label, personnage sympathique et pas fou du tout. Petite remarque supplémentaire, à noter l'exceptionnelle mise en onde signée Isabelle Huel. Pour ce qui est d'aller dans la Lune, mon impression est qu'on n'ira pas de sitôt. Je n'en ai d'ailleurs pas la moindre envie. Et même si l'autobus y menait en 2 heures, je ne crois pas que je me dérangerais. Il y a bien assez de choses intéressantes à voir sans se déranger tant. C'est une erreur très commune de croire qu'il faut se déranger pour aller voir très loin des lieux supposés plus intéressants que ceux où on se trouve. Si on ne sait pas prendre intérêt à ceux où on se trouve, on ne prendra pas intérêt non plus à ceux qu'on va voir. Ce qui est utile, c'est d'apprendre à regarder les choses et non pas de se casser la tête à en trouver toujours des nouvelles sans faire aucun progrès dans l'art de les regarder. À mesure qu'on fait du progrès dans ce sens, on prend conscience du caractère de profusion des choses qui s'offrent au regard et l'idée d'en augmenter le nombre apparaît de plus en plus oiseuse. Mais au surplus, ces manipulations d'idées m'apparaissent peu fécondes et j'aimerais beaucoup mieux vous faire entendre un peu de musique. Une vie, une œuvre. Jean Dubuffet, par Philippe Béziat. Mes plus anciens souvenirs remontent vers l'âge de 7-8 ans, je crois. Et je me souviens parfaitement, regardant dans le salon donc, de mes parents, Bariole Mariole, c'est une peinture de Lourloup qui représente un bateau de Dubuffet. Des mâts personnages ou des personnages mâts avec des points, enfin c'est un tableau assez agressif. Au départ, quand je pose le pinceau, c'est une forme que je connais trop et qui m'ennuie. Et donc ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que l'idée de la combinatoire et de l'assemblage me plaît, donc je travaille en dehors de la toile. C'est un peu ma manière de distancer les choses. J'ai l'impression de pouvoir d'être d'autant plus autorisée à peindre que je ne peins pas sur la toile, que je peins en dehors. Les effets de surprise. Oui, le polystyrène. Armande de Trintignant. Travail accéléré. Bon, effet de surprise, hein? J'ai toujours éprouvé qu'il est nécessaire, pour que mon ouvrage me plaise fortement, qu'y interviennent des effets que je n'avais pas visés, et en somme, qu'ils m'apparaissent comme non faits par moi-même. Qu'il ne soit pas une projection de ma vue des choses, mais à l'opposé, propre à déconcerter celle-ci et m'en imposer une autre. Ou encore, un peu plus loin, il dit oui, porté par l'idée que les images produites par la matière, quand elles se façonnent elles-mêmes de l'intérieur et par tous ses pores, sont plus passionnantes que ce que peut produire l'intellect humain, qu'elles sont porteuses de secrets à découvrir, non pas seulement dans le monde des formes, mais dans celui de la pensée. Toute la peinture, moi je l'ai toujours beaucoup considérée comme... c'était toujours... On travaillait par rapport à un point de focalisation, on avait une vision d'une construction, d'une structure, et on construisait par rapport à ça. Michael et là, ça m'apportait comme... Pour ça que Dubuffet m'intéresse beaucoup, il inverse le cône de vision, et en fait, il dit tout est possible, on rentre dans un schéma où le cône est ouvert vers soi, et plutôt est pointu vers soi et ouvert vers l'extérieur. Et là, ça permet de rentrer énormément de données pour faire quelque chose qui bon. Alors le sens, c'est peut-être pas forcément lisible
Je crois que c'est Max Laureau qui, en parlant du buffet, disait que c'était un voyage à l'intérieur de la perception. Enfin, c'est là où je trouve qu'il est complètement étonnant, c'est qu'il nous prend par la main et qu'à travers toutes ces expériences, parce qu'il y a aussi, c'est vraiment aussi un travail à la fois complètement mental et complètement expérimental. Et il nous prend par la main et il nous emmène voyager. Moi, j'aime bien aussi prendre la personne, enfin prendre quelqu'un et l'emmener. Bon, mais au cours de ces chemins, on peut grappiller des éléments de vie aussi. Même si le résultat paraît des fois mal foutu. Je dois dire que j'ai une attirance pour le grotesque. Non pas du tout dans le sens de satire qu'on m'a prêté, car il n'y a pas de position d'esprit qui soit plus étrangère à la mienne. Mais il me semble qu'il y a dans le caractère grotesque quelque chose de bouleversant. Et moi, j'aime qu'une œuvre d'art bouleverse, j'aime qu'une œuvre d'art frappe un très grand coup dans l'estomac. Je dois dire à ce propos-là quelque chose, c'est que mes tableaux sont toujours faits pour moi-même. Je ne fais jamais un tableau dans l'idée qui sera offert aux yeux d'autrui. Je fais des tableaux pour ma propre délectation, pour mon propre plaisir, pour les accrocher au mur de ma salle à manger. Donc j'éprouve un besoin qu'un tableau me surprenne, me transporte sur un plan de haut délire. Et le grotesque entre dans ça. J'ai l'impression que le très fervent, la grande ferveur s'associe facilement à quelque chose de grotesque. Une idole doit être grotesque. C'est une gouache. C'est une gouache du début de l'Ourloupe, de 1963. Vous y voyez des jaunes, différents jaunes, jaunes mêlés de blanc, jaunes plus crus, des verts, des bleus pâles, des bleus plus foncés, des verts bleus, des verts d'eau, des rouges, des roses, des violâtres. Les blancs sont très travaillés, voyez-vous. Dubuffet travaillait beaucoup à cette période-là encore. Un peu à la manière de la peinture sur toile, avec les transparences et toute la richesse des coloris. Plus tard, l'Ourloupe va se réduire considérablement et ne plus présenter que des bleus, des rouges, des tracés noirs et du blanc. Le fond et les sujets représentés, tout ça se fond. Il y a un continuum. Particulièrement le cycle de l'Ourloupe, par exemple, demande au regard beaucoup. Je veux dire, il y a une participation, c'est peut-être... Alors là, je reviens devant ce tableau. Pourquoi est-ce que c'est celui-là qui m'a le plus frappé? Je veux dire, il y avait d'autres peintures, il y avait des choses plus aguichantes, disons, il y avait des couleurs plus belles, il y avait toutes sortes de raisons d'aller plutôt vers les autres tableaux. Frédéric Mais Léger. mon souvenir me ramène à celui-là. Peut-être parce qu'il était plus fort, ou peut-être parce qu'il demandait une participation du regardeur, du spectateur que j'étais, enfant, et que je suis toujours adulte, parce que c'est le même exercice. On voit celui-ci en haut, là, à gauche, celui-ci, on le voit, mais on voit sur son visage, on perd un peu ses pieds. Encore que là, voyez-vous, ça pourrait être une jambe, mais on n'en est pas sûr. Ici, il y en a deux aussi qui sont très entremêlés. Là, ce pourrait être un enfant, une sorte de petit être sur les genoux de ce personnage-là. On n'en est pas très sûr. Je vais vous faire entendre un peu une grande méfiance à l'égard des matériaux qui ont déjà servi pour l'art. Il me plaît beaucoup, afin de me garder de toute espèce de maniérisme, d'imitation de ce qui a déjà été fait. Il me plaît beaucoup d'employer des matériaux nouveaux. Je crois que quand j'ai employé des matériaux, on a beaucoup ri dans les journaux de ce que j'avais employé du plâtre et du goudron. On a prétendu que j'avais employé je ne sais quoi, des écailles de harensor et des choses imbéciles comme ça. Je cherchais toujours des matériaux nouveaux, et plus ces matériaux étaient apparemment en opposition avec l'idée de faire une œuvre d'art avec eux,
Et plus il m'attirait. Il veut travailler des matériaux que tout le monde peut utiliser. Et c'est pour ça qu'en fait, il est dans une complexité, dans une difficulté, parce qu'en fait, les gens pensent la peinture, c'est la couleur pour tout le monde. Et c'est là où, justement, il a été très mal compris. C'est que lui, il voulait être accessible à tous. Et pour ça, il utilisait les matériaux de tout le monde. Mais en fait, si on utilisait les matériaux de tout le monde, les gens disent que ce n'est pas de la peinture. Donc la lecture est difficile. Il voulait aussi réagir par rapport à un formalisme. Le formalisme, la couleur c'est la forme, tout ce qu'avait développé Mondrian, Kandinsky, d'une peinture extrêmement distancée, une peinture complètement mentale, mais de l'ordre de l'objet. À partir du moment où il amenait les gens à prendre autre chose, il était obligé de prendre le contre-pied, donc laisser tomber toute la couleur, laisser tomber la forme, laisser tomber le côté stratégique de la couleur, pour arriver dans des espèces de matières qui étaient dans les texturologies, justement tu parlais de noir et blanc, avec quelque chose de très sobre, et de voir qu'on pouvait parler peinture avec ces matériaux-là. Et on était obligé de contourner tout le discours, et c'est pour ça que Michaud l'a fait remarquablement, on était obligé d'adopter un discours poétique et non plus un discours analytique de la peinture. On rentrait dans la poésie, on rentrait dans la matière, on rentrait dans le sauvage, on rentrait dans la liberté. J'ai perdu toute notion des leçons apprises. Je cuve au lit jusqu'à midi. Le vin de barbe, poil de barbe, feu follet, queue de barbe à l'œuf mollet. Par ici la sortie du buffet a été Barbeau-Monton, Barbonnet. Du buffet a été dès son Barbeau qui du nouveau-né. Du buffet a été tes jolis yeux brillent. Du buffet a été dès son enfance très oppositionnel. Il y a quand même quelque chose de très édipien chez lui. Son père était un homme cultivé, brillant, semble-t-il, qui invitait beaucoup d'intellectuels parisiens, qui étaient férus de culture classique, qui avait une bibliothèque qui envahissait tout le grand appartement. Michel Thévaux. Et Dubuffet, jeune, s'est senti un peu prisonnier de cela. Son père exigeait d'ailleurs de lui qu'il excelle en tout, qu'il soit le premier de sa classe, etc. Dubuffet, jeune, s'est senti pourvu d'armes culturelles pour aller dans la vie, n'est-ce pas, les armes que son père chérissait et qu'il voulait lui transmettre. Et en même temps, il a senti que tout cela, que tout cet arsenal intellectuel était un carcan, était une prison. Donc, il a ressenti ce sentiment assez étrange que l'ennemi auquel il devait s'affronter, l'ennemi au fond paternel, était en lui-même, n'est-ce pas? Donc qu'il n'y avait même pas d'affrontement, il n'y avait pas de frontalité comme chez les gens ordinaires, qu'il était son pire ennemi. Et je crois qu'il en a souffert, que ça s'est traduit chez lui par une sorte de dépression. On pourrait presque dire pendant les 40 premières années de sa vie, où il n'a commencé véritablement à être peintre, c'est même lui qui le dit, qu'à l'âge de 42 ans. Auparavant, il s'est senti vraiment prisonnier de sa propre culture, n'est-ce pas? Aurait-il voulu inventer que ces termes mêmes, qu'ils soient picturaux ou verbaux, étaient piégés? On dirait un champignon. On dirait un champignon. Parce qu'il y a un champignon. Il est à l'envers. On peut pas le retourner. Non, c'est en peinture. Ah ben, un dauphin. On dirait un qui est dans l'espace. Paris, mardi 19 septembre 1972. La pensée n'appréhende des choses que celles, en très petit nombre, qui sont douées d'un nom. Les autres lui échappent complètement. Où elles pullulent tumultueusement dans leurs diversités infinies, la pensée ne voit rien. Elle prononce qu'il n'y a là rien, que c'est un lieu vide. Elle a beaucoup à apprendre, la pensée. On dirait qu'il y a une voiture sur sa fenêtre. Ah oui, non, on dirait un papillon.
papillon. Non, papillon. Non, pas papillon. Non, c'est un papillon. L'homme ne m'étonne aucunement dans ce monde où m'étonnent tant de choses. L'arbre, par exemple, l'arbre m'étonne, m'émerveille. L'homme, pas du tout. Le basalte, ah alors oui, le basalte me stupéfie, à genoux devant le basalte. Il me semble que la chance de l'homme est de la faire taire, son idiote raison, qui fait de lui le cul de plomb du monde. J'aime la folie, je suis grandement épris de la folie. Je fais des cures de folie, et je m'en trouve bien. Je vous les recommande. Je m'oppose à cette objectivité de sous-la-vie doctoresse. Ne m'imposer niment de bonne Croix-Rouge. J. Me défendre d'officiel, c'est RSTXZ. C'est FR. C'est PG, c'est VW. Total, Toto. Totalel, Totoxel. 25 penses. Pensée, 25 pensels, pensels, XRXMX. Je suis place SXRXMX. Ligne SXRXMX. Position SXRXMX. Lignel SXRXMX. En minuscule SXRXMX. En crépuscule SXRXMX, etc. X. L'auteur d'Art Brut croit que en prenant des pinceaux, des matériaux ou n'importe quoi, ou des mots, n'est-ce pas, il met en branle des forces surnaturelles, des forces magiques. Beaucoup d'auteurs d'Art Brut sont spirituels. Quand on met les mains, quand on se mêle du code vraiment d'expression, qu'on joue avec ça, c'est comme quand on joue avec le code génétique, n'est-ce pas? C'est pas pour rien que ça réveille un peu les mêmes angoisses. Quand on se met à jouer avec les moyens d'expression, quand on se met à jouer avec les mots, avec l'orthographe, eh bien, on touche à des enjeux cruciaux pour la communication, n'est-ce pas? On touche au code même d'expression. Ça va beaucoup plus loin que tout le contenu, que tout ce qu'on peut exprimer. C'est notre, finalement, notre posture anthropologique qui est en cause. C'est une folie qu'on met sur la en partie place. gauche convexe. Une ligne perpendiculaire forme le cou du côté gauche. On distingue l'oreille gauche, sarrêt placé à gauche, cheveux. Le col de la jaquette, vareuse, échancrée sous le cou, une cravate, celle de l'armée, sa décoration. Les boutons en cuivre astiqué. Ses bras pendant naturellement, la tête de 3/4 tournée vers la droite. Voici l'homme. Il y a même chez lui quelque chose d'un notaire, hein, c'est le côté normand, il a d'ailleurs cultivé cela, c'était un homme extrêmement cultivé, et même il avait une culture plutôt, on pourrait dire, désuète, enfin il aimait si possible les langues mortes, l'archéologie, les choses comme cela. Il aimait bien le langage notarial, il excellait, donc il y avait ce côté-là d'archiviste chez lui, homo sapiens, vraiment dans tout son accomplissement occidental. Mais d'un autre côté, coexistant, mais sans aucun compromis, n'est-ce pas, un autre personnage qui était probablement le personnage enfantin, c'était l'enfant irréductible, qui ne s'est pas laissé assujettir par son père, qui est resté rebelle, qui est resté anticulturel, anti-parisien, alors que son père était féru de parisianisme, n'est-ce pas? Donc il y avait en lui ces deux personnages fortement antithétiques. C'est vrai de l'enfance, n'est-ce pas? L'enfant peut être le gendarme et le voleur, l'Indien et l'occidental, etc. Il y a cette faculté enfantine de passer du rire aux larmes, enfin d'être pluripersonnel. C'est un homme foncièrement oscillant. Paris, dimanche 31 janvier 1971. Cher Jacques, j'ai été voir ce matin avec Lily les pingouins au zoo de Vincennes. Les immobilistes pingouins. Me passionnent beaucoup, là, les immenses constructions en voile de béton en forme de pseudo-rochers et qui constituent l'habitat de ces pingouins et des mouflons, éléphants, ours et autres. Ce me fera bien plaisir que tu viennes à Paris en février. La construction de la villa Falbala, pas encore commencée, et celle du monument pour New York suscitent des problèmes en chaîne qui font perdre beaucoup de temps. Deux entreprises assurément déraisonnables et dont l'inconcevable complexité et difficulté est risible. Pas les pingouins qui entreprendraient des choses pareilles. Reste à savoir si l'immobilisme est la bonne voie.
On fait à Périgny des constructions destinées à abriter la construction de la Villa Falbala et d'autres pour remiser d'autres constructions privées de destination. Entre-temps, je m'affaire à faire des maquettes de construction qui ne seront jamais construites. Je n'ai jamais de ma vie été si fiévreusement occupé que depuis ma découverte qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'utile et l'inutile, entre l'objet et l'idée, le projet et la réalisation, le réel et le chimérique. Je suis vraiment content de cette découverte, à la faveur de quoi s'ouvre pour tout un si merveilleux champ d'occupation. Je t'embrasse. C'est Jean du Buffet. Jean du Buffet. Jean du Buffet. Jean du Buffet. Ça c'est sculpture. Sculpture. Il sculpte et il peint. Il sculpte et il... SX, RX, MX, minuscule, crépuscule, opuscule. Descendez, sinon on ne pourra pas ouvrir la porte. Elle est grande la porte. Oh, elle est super. Non, mais arrêtez, attendez, tout le monde entrera. Là, voilà. Vous avez suivi vos petits pieds. On peut penser au facteur cheval, par exemple, qui est un auteur d'art brut à 100%, n'est-ce pas? Cet étrange château qu'il a pu faire parce que c'était dans la campagne, hein, et s'il avait fait cela en ville, le facteur cheval, ce palais idéal, eh bien, ça aurait été impossible, ça lui aurait valu l'internement psychiatrique. Et vous allez vers le gardien, vous ouvrez grand vos yeux. Ce palais du facteur cheval a certainement dû représenter pour Dubuffet quelque chose comme un modèle pour, par exemple, les grands domaines architecturaux ou environnementaux qu'il a constitués et qui ne répondent à aucune norme sociale, qui ne se prête même pas à la visite. Hein. Sa grande villa Falbala. Ah oui, il y a du bleu, du noir et du blanc. Voilà, il y a du bleu. C'est beau le bleu. Bleu qui n'existait pas à l'extérieur. Il y a du noir, il y a des C'est quelque chose effectivement d'une entreprise insensée. Il y a une bonne formule d'Antonin Artaud, je crois, qui résume la chose et qui dit, en parlant de l'art très inventif, il dit c'est l'œil intellectuel dans le délire. L'œil intellectuel dans le délire. C'est cette faculté, sans faire, je le répète, aucun compromis, parce que tous les chemins mènent à Rome, sauf celui du compromis, disait Bachelard. Et même, on devrait renverser la formule. Hein. Dubuffet ne voulait pas aller à Rome. Donc, il y a que tous les compromis mènent à Rome. Et lui fuyait la culture gréco-romaine et classique, etc. Non, mais ce que Dubuffet a fait, c'est de passer de l'un à l'autre. On pourrait comparer ça au courant électrique alternatif, n'est-ce pas? D'un pôle à l'autre. De la folie à l'extrême lucidité. Et je crois que c'est cela la formule de son œuvre. Topographie aux 7 pieds qui se rendent. Histologie du sol. Géographie des fictions. Le gazon de barbe, mais le moment. Le boudeur. Le tissu de mémoire. Vociférant replets. Lieux et des terre-mer. Pierre d'accoutumance au vide. Trinité au logos. Théâtre du désert. Nomade aux traces de pas dans le sable. Paysage à l'ours. Terre, mon biscuit. Terre orange aux 3 hommes. Là... Quand Deleuze parle de la pensée lisse et de la pensée striée, il dit bon, il y a une adéquation qui doit se faire entre les deux. Exactement la manière dont on navigue. Bon, quand on navigue, on peut naviguer avec les courants, avec l'observation de la faune et de la flore aquatique, et puis on peut naviguer avec les vents. Donc on navigue dans une structure lisse, c'est-à-dire émotionnelle, tactile, sensuelle. Et il y a une dimension fortement sensuelle chez Dubuffet. Il y a une dimension fortement lisse qui est offerte partout. Ces matériaux, on donne envie de les toucher. On a ces sculptures, tu disais, ce sont des coquillages. Enfin, je veux dire, il y a quand même elles sont habitées, elles sont incarnées. Et il joue tout le temps entre l'incarné, le sublimé, il y a le lourd et le léger, il y a tout le temps cette navigation qui se fait. Et la navigation striée, par opposition, elle se fait d'une manière cartésienne, avec des cartes, avec des notes, avec des sextants, avec des outils. Et là, à mon avis, c'est ce qu'il fait dans son travail d'archivage et dans son travail d'écrivain, enfin oui.
Et Lys, quand il travaille les poésies sonores, quand il travaille la musique, quand il travaille... il développe complètement une ouverture sur la perception. Deleuze parle des diagrammes de la perception. Moi, je trouve que c'est exactement ça. Enfin, il cherche et il tisse tous les possibles. Il ne travaille pas avec les yeux, Dubuffet. Il le dit à un moment donné, je ne sais plus dans quel... Les yeux n'ont pas d'importance dans la peinture. Et ça, c'est vrai que quand on dit ça au départ, on dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que pour lui, c'est autant un travail sonore, un travail sensuel, charnel. Et c'est pour ça aussi qu'il est décrié, parce que dans une pensée post-hegelienne, il faut être distancé, il faut travailler sur l'immatérialité, il faut travailler sur le supprimé, il faut travailler sur l'objet unique, un peu comme Flammarion, une pensée qui est extrêmement épurée. Et il est remarquable en ce sens aussi. Mais Dubuffet retourne. Quand je peins, j'ai l'impression de commencer seulement à voir les choses, de les voir dans une lumière toute nouvelle, porteuse de révélation. Ça me fait le même effet que de regarder les choses à travers une lunette enchantée. Ça devient même chez moi comme une espèce de vice. Mes yeux ne me servent plus à grand-chose. C'est la peinture qui me sert Dieu. Si je regarde une pierre dans la campagne, j'ai l'impression de ne voir rien du tout, de n'en connaître rien du tout. C'est seulement au moment où, de retour chez moi, j'entreprends de peindre une pierre que j'ai l'impression de prendre une connaissance de ce qu'est une pierre. La jolie musique, le fracas des cloches de barbe. La première ressource initiale au départ de son œuvre, la première ressource de Dubuffet contre la culture des cultivés, cette institution qui le haïssait, c'était l'idée qu'il se faisait de l'homme du commun, c'est-à-dire l'art en tant que kermesse, que fête populaire, etc. Et il s'est rapidement avisé que l'homme du commun était introuvable, que c'était un fantasme, n'est-ce pas? Et même, pour trouver la négation de cette culture des cultivés, eh bien, c'est peut-être dans l'extrême culture qu'il faut chercher, c'est-à-dire c'est chez des hommes qui ont peut-être assimilé cette culture au point de pouvoir la contourner, qu'on va retrouver une alternative. L'homme du commun est peut-être plus victime que tout un chacun des impératifs culturels. Il est intimidé par la culture, il n'en a même pas l'usage, il est peut-être plus enculturé que les cultivés, et le cultivé lui-même est un oppresseur, etc. Que faire? On est entre les deux. Eh bien justement, jouer l'un contre l'autre, jouer au dé, enfin jouer cette partie d'échecs. Au pavillon de Marsan, au musée des arts décoratifs, une importante rétrospective, 1942-1960, du peintre Jean Dubuffet. Micheline Sandrel l'a rencontré ce matin au cours du vernissage. Vous entendez à l'instant déclarer à quelqu'un que je n'ai pas reconnu, un journaliste étranger je crois, déclarer: le public que je souhaite attirer n'est pas le public habituel des vernissages. Oui, naturellement, j'ai toujours pris position contre le public des spécialistes dans tous les domaines. Je préfère la foule anonyme aux spécialistes. Du reste, en général, les spécialistes se sont interposés, je crois, dans ma vie, entre moi et le public, d'une façon très fâcheuse. Je crois que le public se serait depuis longtemps intéressé à mes travaux si les spécialistes n'avaient pas constitué un barrage. Mon beau-père étant cheminot recevait la vie du rail, j'ai vu cette annonce et puis j'ai dit tiens, voilà quelque chose qui pourrait m'intéresser, donc revenir un petit peu dans la région dans le 94. Et je ne connaissais pas du tout Dubuffet. Bon, quand on a téléphoné. René Patier. Jean Dubuffet, pourquoi pas, hein. S'occuper d'espaces verts. Au début, c'était ça. C'était pas. Et puis on est venu, on a pris le TGV, on est venu voir Madame de Trintignant, la directrice. Et la première chose que j'ai vue, bien sûr, c'est Villa avec l'Oseille Falbala. Alors là, c'était un choc, la grande révélation de ma vie. J'ai trouvé ça tellement, comment dire, je trouve même pas le mot, c'est tellement grandiose, quoi, disons. J'ai
tout de suite dit, voilà, non, je vais me plaire ici, quoi. Voilà. Et c'est comme ça va faire 8 ans. 8 ans que je vois Dubuffet tous les jours. Enfin, Dubuffet, son œuvre. Voilà. Et puis, je suis entré dans ce monde de Dubuffet. J'ai lu énormément. J'ai lu les fascicules, j'ai lu ses ouvrages, la fiction de culture, les prospectus, l'homme du commun l'ouvrage, enfin, toutes ces choses. Et puis, je me suis mis à faire les visites ensuite. Et là, bon, bah, ça a marché. Moi, j'arrive même quelquefois, quand je suis seul ici, à les faire parler. C'est-à-dire que je m'imagine que ces deux personnages qui sont en train de discuter sont en train de se dire quelque chose. Ils ont l'air fâchés, hein, et l'autre s'en va, bon, ils se sont disputés, pour moi. Vous voyez, l'autre tourne le dos, il s'en va, bon, il n'a pas l'air tellement content. Les deux du bas, bon, moi, ils ont l'air de bien s'entendre, ils sont en train de discuter de choses et d'autres, peut-être de pêche, peut-être de ce qu'ils vont faire demain. Puis demain, ils discuteront d'autre chose. Hein, voilà. Tu es à l'intérieur de lui. Il n'y a plus personne à l'intérieur de lui. L'espace est à l'intérieur de toi. La personne est à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un à l'intérieur de lui. Rien n'est à l'intérieur de toi. Rien n'est à l'intérieur de toi. L'espace n'est pas à l'intérieur de lui. La personne n'est pas à l'intérieur de lui. Il n'y a personne à l'intérieur de toi. Plus rien n'est à l'intérieur de toi. Il n'y a personne à l'intérieur de personne. Il n'y a rien à l'intérieur de toi. L'espace n'est pas la personne. Rien n'est plus hors de rien que toi. Il n'y a plus d'espace à l'intérieur de personne. La personne n'est pas à l'intérieur de toi. Personne n'est moins hors de l'espace que toi. Plus rien n'est à l'intérieur de personne. Il y a quelqu'un à l'intérieur de personne. Il y a quelqu'un à l'intérieur de toi. Il n'y a plus d'espace à l'intérieur de toi. Personne n'est plus rien hors de rien. Tu es à l'intérieur de toi. Il n'y a plus personne à l'intérieur de toi. La personne est à l'intérieur de quelqu'un. La personne n'est pas à l'intérieur de quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'intérieur de quelqu'un. Personne n'est moins à l'intérieur de rien que quelqu'un. Et tu es à l'intérieur de quelqu'un. C'est le texte de Valeriano Varina. Pour moi, c'est un petit peu tout le travail de tissage d'entrelacs, en fait. Un entrelac de mots, un entrelac, un jeu aussi bien qui fait écho un peu avec le jeu de dessous-dessus, dessous-dessus. Dehors-dedans. On n'est jamais dehors de la chose, on n'est jamais dedans, on est toujours clac dans un passage, dans un entre-deux. Psychocyte, c'est ça qui est marrant, parce que c'est deux noms antinomiques. Psycho intérieur, cyte extérieur. Et dans le théâtre de mémoire, il découpe, il fait une peinture, il la découpe, hop, il en reprend une autre, il prend un autre morceau, et en fait, la peinture totale, ça sera la combinatoire de tous ces petits instants, tous ces petits morceaux de vie, en fait. Et le tissage, c'est bien. Il me semble que qui veut donner une idée de ce qui se passe dans la pensée à n'importe quel moment ne peut le faire qu'à la faveur d'une cacophonie de discordance. Ce qui me plaît, c'est associer les choses et les construire petit à petit, quoi. Enfin, comme on travaillerait soudure, après soudure, en sculpture. C'est vraiment un travail sur les articulations. Et c'est les tensions qui peuvent naître d'articulation et de juxtaposition d'éléments. Ça m'intéresse. Comme chez quelqu'un, comme chez les gens, en fait. Moi, j'aime être étonnée, j'aime, au-delà des apparences, pouvoir... j'aime la pensée en méandre, en fait. J'aime beaucoup cette période aussi, tous ces collages, les théâtres de mémoire, qui sont des œuvres très très belles.
toutes ces remémorations. Et moi, quand je vois une œuvre de Dubuffet, ça me met en fête. C'est surtout ça que je ressens chez Dubuffet, c'est toujours cette gaieté, cette fête qu'il y a dans ses œuvres. Mais c'est sa démarche qui est quand même intéressante. Quand on arrive au théâtre de mémoire où il y a toujours ces personnages qui gravitent, toujours les lieux qui sont présents, et toutes ces choses qui vont disparaître petit à petit. Quand on arrive par exemple au Mire, où là il va évacuer toute référence au connu, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus d'habitation, plus d'animaux, plus d'arbres, il ne laisse plus la place qu'au site en lui-même. Et quand on arrive au non-lieu, il va même supprimer le lieu lui-même. Bon, c'est toute cette démarche qui m'intéresse, qui est cette philosophie en fait. C'était un grand philosophe. Hein, c'est ça qui est très intéressant. Vous trouvez qu'il y a de la joie quand même dans les non-lieux? Je trouve qu'il y a de la joie dans les non-lieux, oui. Oui. Il faudrait qu'on regarde. Oui. Hein. Regarde. Ah ben voilà. Il ressort quelque chose de rien qu'une petite touche de... Moi, je suis pas un grand connaisseur en peinture, hein, je suis même pas un connaisseur du tout. Mais quand on regarde un tableau comme ça, si vous occultez cette tache de jaune, toute la couleur du tableau disparaît. Et rien qu'une simple petite touche de jaune comme ça éclaire tout le tableau. À mon avis, hein, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, je sais pas. Mais moi, je le ressens de cette façon. Vous occultez cette petite tache, le tableau devient plus terne. Vous trouvez ça triste? Paris, 3 février 1972. Cher Jacques, l'homme du commun n'existe pas, sinon comme archétype idéique. Idéique n'est pas assez dire, il vaut mieux dire utopique. Reste qu'il existe dans notre idée, qu'il existe en tout cas très fortement dans mon idée, et qu'il n'a jamais cessé de constituer pour moi mon aspiration et aussi mon destinataire. Le château de Barbe, je suis la citerne aux échos, la nacelle, le vaisseau, pavoisé de barbe. Je suis le mouvant rideau, la honte. Tous les matins, en effet, quand j'arrivais à l'atelier, son souci, c'était de remettre la toile ou le papier à peindre, puisqu'il travaillait beaucoup sur papier, de nouveau vierge, table rase, papier ou toile rase, et recommencer ce qu'il avait cherché à faire la veille, qu'il avait soit fortement intéressé, alors il recherchait les effets, à reproduire les effets trouvés la veille, ou au contraire à modifier sa peinture de la veille pour qu'elle le satisfasse davantage. C'est marrant parce que moi je parle pas toujours de l'oubli, je parle de l'amnésie. Mais bon, ça revient peut-être au même. Puis l'oubli, c'est aussi, ça laisse part à des petites choses, ça laisse part à des petits riens, ça laisse passer des petits événements. Et non pas l'infrastructure de la pensée avec toute sa grosse machine, quoi, en fait. Donc on est dans les pixels, on est dans les petites choses, on est dans la poussière. Là aussi, je trouve qu'il travaille dans la poussière. Il trace dans la poussière, comme dans le sable. Fascination de ce qui est tracé sur le sable. Chez Dubuffet, c'est une image qui revenait souvent chez lui, n'est-ce pas? Que quelque chose lui échappe, continue à vivre ou à mourir, ou deviennent éphémères, c'est sûr qu'il y avait cela. Chez les auteurs d'art brut, d'ailleurs, ils le trouvaient aussi, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'auteurs d'art brut qui se désintéressent de leurs œuvres. Il y en a même qui les détruisent. Je me souviens de... Usoso de Cluny, 1921. Usoso de Cluny, 21. Usoso de Cluny, 1921. Usoso de Cluny, 21. Et depuis 1921 et année du premier internement de notre mère. Est né à Charolais, de l'ancien prieuré. Une directrice d'une institution pour personnes âgées à Genève, m'avait appelé en me disant qu'elle avait visité la collection de l'art brut et que dans son institution, une dame âgée faisait des tricotages. Elle improvisait une image de laine avec une dizaine de pelotes dans sa corbeille. Et il avait tout un système comme ça où on voyait l'image se créer. Elle était en train de tricoter. Et une image qui était fantastique.
Et je me suis dit, il faut que j'en acquière. Et cette dame m'a dit, mais non, parce que, vous voyez ce que je suis en train de faire. Après, je le défais, n'est-ce pas, pour trouver la laine, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, mais c'est dommage, il faut les conserver, c'est des œuvres fantastiques, on va les exposer. Et puis la dame m'a dit, mais jamais de la vie, je ne veux pas gaspiller de la laine pour faire ces images insensées. Si vous voulez un pullover, d'accord, mais pas cela. Et moi, je lui ai dit, mais je vous achète des pelotes de laine, etc. Elle m'a dit, non, monsieur, on n'a pas du tout le droit de gaspiller la laine ainsi. Donc, chaque fois qu'elle avait terminé une image, comme Pénélope, elle la redéfaisait. Tous les uscules S, X, Y, M, X. Dubuffet avait trouvé cela exemplaire de l'art brut. Corne, griffe, peau, terre, océan. Quel est celui qui produit sur terre-mer? Quelle est celle qui produit sur terre-mer? Quel est celui qui éclaire les grands jours? Quelle est celle qui éclaire les grandes nuits? Pourquoi on embarque sur océan? Où est-ce que commence la mer de la Manche? Pourquoi appelle-t-on celle-ci la Manche? Alléluia, dans votre nid, on pondra un joli chardon neurette. Longrue, gerbe d'or rendront ime la jaillette amère. J'en veille tournière de mon Calvados sous la Manche, car victoire de mon pays natal est sans limite des octrois. De Caspel Pantin, son si petit Henri, à Dominion du pas sur le président Corvetto. Marché bordel que pèse, au pain Panama mer, rue des Teinturiers, pavillon viagère sur les bords de la rivière. Or, sous la poissonnerie, Gotatas sont les lacondamines. Dame, on présente son con par-devant Mésidon ni Chacalvert. Sainte-Marianne ne sera pas outragée, dit Sarah Bernard félicitée, à l'ordre du jour. Bar-Eustache, le marché Caron, l'Ave Maria, Birague, non, Antoine Barbet, Jouy en Jeuza, hôtel Charlemagne en Salaud. J'en ai mardi. Vous savez que j'aime pas chat, les chiens, les agneaux, contes, puces, poules et berbions. J'aime pas chat. Vous savez très bien que je ne fais pas de politique. Chadevore, Campmouche, à la parade revue militaire, air du bon soldat. Les semences, chat, je sais y faire. Tant pis pour Margaret. Ours, Liszt, électeur, acteur, actrice, mourir avec 2 bronchites, bronche mon cœur inenterre de mon cœur, mon Élinal prophète. Mahomet enterre le Mao breton. Petite heure, la goule ferme les yeux pour causer sa ferme à chaque couc. Les bêtes qui ouvrent leur cagoule sont obligées de la ferme. Les oiseaux, les poisons, les cantis ont bien soif. Farceurs, blaches, turquets, esprits simples, cantères, bure, gèse, bure. Nos liqueurs, lâchez-nous y en a du bon eau de vie. Cidre bois, son eau de mare, anglaise, argile, étanche mieux que les sables du désert. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre. Par exemple, on ferme les yeux. Le monsieur ouvre la porte, et quand la porte est ouverte, moi je dis ouvrez les yeux. On ouvre tout, on ferme les yeux encore, on ouvre tout doucement, tout doucement, tout doucement. 1, 2, 3, on ouvre. Je n'aime pas beaucoup les enfants. Je trouve les enfants d'un esprit un peu faible. J'aime les hommes faits, j'aime même les hommes d'une grande expérience. Et enfin, je suis un homme moi-même, j'aime mes semblables. Et j'aime l'art fait par mes semblables et pas celui fait par les enfants. Mais je trouve que la position d'esprit dans laquelle un enfant dessine est bonne. Et ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, ce que peut-être j'ai recherché dans mon art, c'est de faire des peintures ou des dessins, des œuvres d'art qui soient faites par un homme adulte, un homme fait, et cependant qui conserve les qualités de liberté et d'invention que les enfants mettent en œuvre dans les leurs. Machinalement, tout en téléphonant. On a le regard qui faire des petits dessins sans très bien se rendre compte de ce qu'ils font. Qui va, qui vient, qui revient. En découpant tous les petits dessins qu'il avait fait en téléphonant. Balle de ping-pong comme ça. Des maisons, des animaux, des arbres. Ces cahiers ou carnets, là j'en ai un de janvier 1947 à janvier 1950. Et la première page est consacrée à un portrait d'Antonin Artaud, réalisé le vendredi 3 janvier 1947. Alors sur toile neuve,
préparer ces ruses commerciales. J'ai peint sommairement le personnage en étalant de la pâte, rôle plastique. J'ai jeté dessus abondamment, premièrement, presque partout cendre, deuxièmement, par endroits sable, troisièmement, par endroits poussière de charbon. Ensuite, j'ai étalé de la pâte, rôle plastique, autour de la figure pour faire le fond. Et à grands coups d'un large pinceau souple plat, j'ai badigeonné par là-dessus une peinture liquide de ton merdois. Beaucoup de jaune, un peu de rouge et une pointe de noir. Il faut suivre le commentaire que fait Dubuffet de ses portraits. Alain Bonfant. Portraits qu'il présente, je le cite, comme anti-psychologiques, comme anti-individualistes, comme, je cite encore, des tentatives de dépersonnalisation des modèles qu'il transporte, et c'est Dubuffet qui parle, sur un plan très général d'élémentaire figure humaine. Et vous me permettrez de souligner là élémentaire figure humaine, et le mot élémentaire a toute une charge qui est extraordinairement à la fois polémique et philosophiquement puissante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'évidence d'un anti-anthropocentrisme banal, si vous voulez, mais d'une attitude pour moi infiniment plus complexe, qui cherche à saisir une part de l'humain que la tradition du portrait aurait en Occident exilée. Non pas une dimension anonyme, mais, et c'est pour ça que je soulignais le mot élémentaire, mais une part élémentaire. C'est-à-dire ce qu'il y a d'humain, d'essentiellement, généralement humain dans toute figure humaine. Ensuite, du même pinceau par endroits, sommairement, du rouge vif, peinture liquide mais très épaisse. Enfin, par là-dessus, toujours du même pinceau, abondamment, de la peinture liquide, assez épaisse, noire. Ensuite, j'ai jeté de la cendre, assez abondamment, sur tout ce fond. Les portraits, ici, empêchent la ressemblance. Et c'est là où je veux en venir, sur cette idée d'empêchement. Et puis qu'on dit, empêcher, je le cite, empêcher ici est moins annuler que retarder une apparition à laquelle on donne ainsi plus de prix. Dubuffet dit deux choses. Il affirme qu'il cherche une espèce de procédé pour empêcher la ressemblance. Et il dit plus loin, je suis toujours poursuivi par ce sentiment que le peintre a beaucoup à gagner à céder des forces qui tendent à contrarier son action, qu'il obtiendra ainsi que son objet surgisse dans le tableau plus fortement par le moyen d'y multiplier les empêchements à ce que cet objet surgisse. Redoublement de mon surgir. C'est très simple. Si vous voulez vraiment parler de phénoménalité, souvenez-vous simplement que Hegel définissait inauguralement le phénomène comme un surgir-disparaître. Le mot surgir revient deux fois dans la phrase de Dubuffet, deux fois en 3 lignes, et revient comme un impératif. Alors, ce qui rend la démarche extraordinaire, c'est que le surgissement a lieu dans, malgré et selon un empêchement. C'est-à-dire que l'apparition, dit Picon, et le surgissement, dit avec plus de violence, plus d'évidence encore Dubuffet, est clairement le but recherché en dernière instance. Déjeuner. Reprise du travail après le déjeuner. J'ai par-dessus la figure remis de la pâte, pas partout, mais en grande part, surtout pour dessiner les contours, gros cernés de pâte blanche, avec spatule. Puis, avec couteau à mastic, j'ai redessiné la figure, un peu autrement que d'abord, et en triturant dedans, sauvagement avec le couteau à mastic, de sorte que de la couleur du fond
s'est trouvé entraîner et a teinté irrégulièrement les pattes de la figure. Ensuite, j'ai dessiné dans la figure, en creux, avec pointe d'une petite spatule, et teinté ces lignes creuses avec un jus de térébenthine teinté de brun, rouge et noir. Une apparition à la fois violente et neuve, une apparition, une montée à la forme, et cette montée à la forme se déroule dans ce scénario où ce qu'il y a bien d'élémentaire, c'est pour ça que je soulignais le mot tout à l'heure, dans la figure humaine, surgirait dans ou malgré son irréductible singularité. L'individu, les lois de la ressemblance, eh bien, font écran à l'apparition. Il faut doubler l'écran. Excusez-moi, je dis doubler, là, au sens vraiment très très familier du mot. Concrètement, doubler, c'est-à-dire ajouter un écran à l'écran. Obstruer, empêcher, c'est le mot, pour qu'apparaisse ce qui devait apparaître. Et là, il faut citer Dubuffet. J'ai, dit-il, par ailleurs la conviction qu'il y a à gagner, à accumuler les obstacles, que plus les obstacles seront graves à ce que les objets qu'on désire évoquer apparaissent, et plus augmentera l'intensité avec laquelle ils surgiront, comme un ressort se détendra d'autant plus fort qu'on l'aura d'abord plus contrarié. Et plus loin, il ajoute, dans le cas ici considéré, et ça c'est magnifique, la logique directrice externe imposée au tableau est celle de la paresse, de la négligence, de la hâte précipitée avec quoi il apparaît fait. Alors, phénoménologiquement, si vous voulez, que ce qui fait obstacle devienne condition de possibilité de l'apparition, et soit, ici par Dubuffet, quasiment théoriquement, érigé en procès d'apparition, en procédure d'apparition, va déterminer, à mon sens, cette phénoménalité propre aux œuvres de Dubuffet, cette phénoménalité, c'est-à-dire cet espace et ce temps propre à leur apparition. Tant que mon tableau demeure sans voix, qu'il ne suscite rien fortement, qu'il reste une pauvre chose qui n'est pas douée de vie, qui n'est pas peuplée, alors je suis désolé, pas content du tout. Je le démolis, je le recommence, j'essaye toutes sortes de moyens. Il arrive qu'à la fin ça marche, quelque chose arrive à se déclencher, un petit miracle d'apparition de vie se produit dans le tableau. Le tableau fait, je suis content. Je ne me lasse pas de le regarder. Il m'émerveille. J'ai un bain de satisfaction. Pas pour longtemps. Cacaïsme, c'est Henri Janson dans Le Canard enchaîné. Peinture consciemment ordurière, c'est une parole française. Facétie dangereuse, Gaston Dille. Mieux encore, ces productions laissent à supposer que l'auteur a des nègres dans les jardins d'enfants, Le Figaro. Ah, mais les commentaires, oui, c'est sûr que les commentaires, vous savez, j'en entends des terribles, les commentaires. J'ai entre autres certains enseignants qui viennent, et c'est un peu grave d'ailleurs pour des enseignants, parce qu'on se demande ce qu'ils vont apprendre à nos enfants. J'ai un enseignant une fois qui m'a dit à propos d'un théâtre de mémoire, il m'a dit c'est une honte d'accrocher des horreurs pareilles. Bon, alors quand vous entendez des choses comme ça, on n'a plus qu'à... que voulez-vous répondre? C'est terrible ça. Paris, 8 mars 1972. Tu sais ce que redoutent le plus les pauvres professeurs, ce qui les blesse et les intoxique, c'est la sève, l'action, la verdeur.
Ce que nous aimons justement, toi et moi, qui ressentons au contraire d'eux comme dénués de vertu, comme déminéralisés, l'insipide eau des idées. Ils ont conscience, sans doute, du faux terrain sur lequel ils se trouvent, d'où leur triste mine. Félicitons-nous plutôt d'avoir échappé au déraillement, à la projection hors piste, dont les pauvres professeurs ont été les victimes, et d'où nous aurions pu aussi bien être l'objet nous-mêmes aussi. Autant des options, ils sont comme les prêtres. Car c'est le déraillement qui menace tout un qui trempe le doigt dans la pensée culturelle au moins, veux-je dire. Et nous l'avons fait, certes, à un moment, et à ce moment, nous étions en grand danger. Dos à la rue, je t'entends me dire de tes pas cadencés, te voilà encore une fois là-dedans. Comment faire pour t'enlever de cet état? René Huyghe, qui diagnostique le Doc Nortok de la peinture. Donc vous voyez, on est loin en 1946 de parler d'une dimension phénoménale du travail de Dubuffet. Ayant affaire à un tableau qui était rebelle, n'est-ce pas? Il n'arrivait pas à sortir de ses procédés. Le tableau lui résistait. Il a découvert que il pouvait prendre le parti du tableau, que le tableau ou le langage ou quelque chose comme cela, c'était une espèce de sorcellerie à laquelle il était vain de s'affronter, mais que la solution, c'était peut-être de prendre le parti de l'ennemi, que le tableau, c'était quelque chose comme une sorte de magie dont il pouvait être simplement l'apprenti sorcier. Donc il a pris le parti de cette magie-là. La stratégie des auteurs d'art brut, c'est justement de se servir de l'expression comme d'une sorte de magie plus forte que soi. L'auteur d'art brut, effectivement, est une sorte de sorcier. Ça rappelle le chaman, le magicien. Je songe à des peintures qui seraient tout uniment faites d'une seule boue monochrome, sans aucune variation de couleur ni de valeur, ni même d'éclat de texture, et où seraient mises en œuvre seulement toutes ces façons de marques, traces et empreintes vives d'une main besognant la pâte. Éponge, mâche fer, charbon de bois, racines, pierre, lave, scorie, tout ce que vous voulez. Et cette matière brute, d'une certaine manière, par le seul surgissement du regard, l'instituant comme œuvre, eh bien, se fera humaine. Se fera statue de la vie précaire. D'ailleurs, les seules traces qui vont marquer ces statues de la vie précaire c'est très, très étonnant, sont le plus souvent simplement la marque d'un ongle qui ouvre une bouche ou qui ouvre des paupières. Ce n'est pas, comme vous dites, une voie dans laquelle j'avancerai. C'est plutôt comme un aveugle désorienté, un joueur de colin-maillard, titubant, attrapant des oiseaux en battant l'air des bras. Une drôle de voie, comme vous voyez, une drôle de position prise dans la peinture et aussi dans la vie dans la nuit noire, en battant l'air des bras pour saisir quelque oiseau, peut-être illusoire. N'oubliez pas que je suis un grand neurasthénique, revenu de bien des choses, qui se contente à peu. Où d'autres seraient en grand inconfort, moi j'arrive à très bien vivre, tant bien que mal à l'aise. Interruption pendant 1 heure. Et bien tracer les contours de la figure à la pointe d'un couteau. Ici, jus de térébenthine très clair, brun. Ailleurs, le même brun, mais plus épais. Ailleurs, noir. Tout cela avec petit pinceau à lettres. Et en jouant aussi de térébenthine pure non teintée. Cette petite précision est mise en travers dans la marge. Voilà pour le vendredi 3 janvier. Voilà, suit dimanche 5 janvier, portrait d'Henri Michaud, jeudi 24 avril, paysage désertique avec 2 bédouins et un chameau.
Lundi 23 juin, portrait de Francis Ponge. Mercredi 25 juin, premier portrait de Francis Ponge en maçonnerie grise. Deuxième portrait de Francis Ponge en maçonnerie teintée d'orange. Le samedi 12 juin, portrait de jeune fille avec collier, etc. Bon, j'ai lu Céline, j'ai lu Ponge, j'ai lu quelques ouvrages de certains. J'ai lu Paulan, j'ai lu, enfin bon, vous voyez, des personnages comme ça. Et vous voyez un rapport entre Dubuffet et Féline? Il y a un rapport de marginalité, bien sûr. Céline était assez marginalisée dans la littérature, et bon, Dubuffet aussi, faut pas le nier, ça. Enfin, je crois, tout du moins. Il est encore assez incompris, Dubuffet. Vous croyez pas? Malheureusement, d'ailleurs. J'aime beaucoup la tournure de style de Céline. Son écriture me fait penser un petit peu à la peinture de Dubuffet. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un rapport qui est mal fait. Je ne peux pas analyser ces choses-là. Mais j'ai l'impression que sa tournure de style d'écriture me fait penser un peu à la tournure de pinceau de Dubuffet. Tableau qui s'appelle Table nue est réalisé le 27 novembre à partir d'une toile préparée neuve. Ton jaune pâle étalé à la grande spatule, pâte un peu assouplie de sauce, mais pas trop, et demeurant ferme, en raclant et laissant peu d'épaisseur. Soigneuse et ferme application papier d'arche. Immédiatement après ton brun, formé de noir plus rouge cadmium, plus orange, plus un peu jaune cadmium orange, très assoupli avec sauce, un demi huile, un demi térébenthine. Quelque chose de beau, mais c'est vrai que les annotations étaient d'une précision. Et ça, c'est vrai que c'est touchant, enfin c'est intéressant parce que il travaille un peu comme un alchimiste. C'est comme si la peinture avait ce côté dangereux, en fait. Et le côté danger du matériau, il y a un peintre aussi qui m'intéresse, c'est Polke, par exemple. Et Polke travaille avec de l'arsenic, travaille avec des nitrates d'argent, travaille avec des matériaux dangereux, parce que la peinture doit être dangereuse. Quand tu nages à jeu, j'aime à te voir sans corsage. La nature hure, sans parure hure, on a le droit d'y toucher. La pote vieille est si bonne qu'elle lui dit « je te pardonne ». J'ai l'impression que l'art doit avoir un caractère interdit. Et je crois que l'art, pour avoir ce caractère de fête et d'ivresse qu'on lui demande, a besoin d'un caractère interdit. Je trouve que rien ne peut plus fausser la position normale de l'art que cette protection qui est donnée par les gouvernements aux artistes et cette espèce de mérite qu'on attribue dans nos sociétés à la création d'œuvres d'art. Et dans un temps comme notre temps, c'est alors que les artistes doivent, selon moi, charger davantage qu'ils ne l'ont jamais fait dans le sens provocateur de leur art. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Quelque chose de luciférien, en tout cas de très agressif. Il a envie d'en découdre avec le social. Ces propositions artistiques, symboliques, qu'il a réussi à développer dans ces phases délirantes,
il a envie de mesurer les effets qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles rentrent en contact avec le langage de la norme, avec le langage culturel, le langage social. C'est-à-dire ramener dans la citadelle de la culture les fruits du délire et là les laisser proliférer, voir quels effets ils peuvent avoir sur nos modèles symboliques. Donc si entreprise il y a, c'est une entreprise de subversion, et la subversion ça se prépare, n'est-ce pas? On ne peut pas comme ça véhémentement vouloir détruire les choses, parce que ça, c'est une clownerie, et c'est cela son côté de fondation, Jean Dubuffet, de catalogue raisonné, de choses comme cela. Il y a même une dérision, hein, c'est d'utiliser finalement les armes mêmes culturelles, ces armes que sont précisément les musées, les catalogues raisonnés, etc., contre la culture elle-même. C'est, je crois, de la guérilla culturellement, et ça accomplit peut-être ce projet d'autodestruction, n'est-ce pas? Dubuffet, homme cultivé, ne pouvait que s'affronter lui-même dans son entreprise. Donc il fallait que ses propres armes, il les retourne contre lui. Donc il a amplifié cette sorte de posture inconfortable en passant par toute une ellipse anticulturelle pour réaliser son projet d'autodestruction de ses propres symboles, autodestruction évidemment extrêmement féconde. France Culture. Ouais, je viens des playgrounds, j'ai appris les baskets à Quinoncourt avec mes potes, Mustapha, tout ça, aujourd'hui sont des pros. Le monde appartient. C'est à ceux qui ont de la culture une expérience vécue qu'il appartiendra de la réfuter. C'est pourquoi je m'adresse ici aux instruits et dans leur langage. Leur libellé de notaire que je me suis appliqué à utiliser tout au long de ces notes pour me faire entendre d'eux. C'est de leur rang, de ceux qui l'ont bien côtoyé et pour eux-mêmes essayé, par cela bien avertis et armés contre elle, que sortiront ces contestateurs, ces déterminés adversaires. Comme le bouillant Attila, après ses années de princière jeunesse au sein de la gentry de Rome, courait ensuite, en bonne pleine connaissance de cause, à ses compagnons de Tartarie et mettait en route ses vengeurs chariots. Je crois bien que le principe de juxtaposer des fragments disparates est fécond pour la création. Pas seulement pour elle, aussi dans le domaine de la pensée. On y voit des Il introduit la polyphonie dans celle-ci. Qui dansent, ce dont la pensée souffre, ce qui lui brise les ailes, c'est la constante aimantation qu'exerce sur elle l'univers. Cette aimantation l'ankylose. La polyphonie l'en libère. Mais c'est un fond indifférencié. C'est de pluralité simultanée qu'a besoin la pensée pour voler à l'aise. Pluralité d'objets, pluralité mais de plus rien son souci hors de rien. Tu es à c'est l'intérieur peut-être de cacophonie qu'il faudrait parler plutôt que de... Il n'y a plus personne à l'intérieur de toi, la personne est à l'intérieur de quelqu'un, la personne n'est pas à l'intérieur de quelqu'un, il y a quelqu'un à l'intérieur de quelqu'un. Personne n'est moins à l'intérieur de rien que quelqu'un, et tu es à l'intérieur de quelqu'un. Il faut lui restituer sa multiplicité. Paris, 2 mars 1969. As-tu quelquefois vu dans le cours des eaux vives dévalant de la montagne un point tourbillonnant? Ce point, c'est moi, c'est toi. Les eaux ne sont pas de notre être, elles sont fournies. Mais nous sommes le lieu qui perturbe leur course et la modifie. Il n'est pas rien du tout, le tourbillon. Il est un lieu. Dubuffet, il n'y a pas de fondement. En aurait-il retrouvé un dans une pensée alternative que aussitôt que ça pourrait devenir quelque chose de fondateur, il retombe dans l'autre sens. C'est au fond, c'est ça sa philosophie de l'humanité, c'est que c'est un existentialisme absolu, si l'on veut. Il n'y a pas de valeur. L'homme se qualifie par le fait qu'il est en perdition, que c'est un être, bon, j'aime pas l'expression, mais à côté de ses pompes. Il est constamment en train de tomber. Il n'y a pas de valeur auquel il puisse se rattacher. Chaque fois qu'il veut se rattacher à une valeur, il institue quelque chose qui est l'inhumanité absolue. Donc, c'est un drame permanent. Et ce qu'il faut s'en lamenter, c'est peut-être ce qui fait sa grandeur. Mais je crois que toute l'œuvre de Dubuffet est une métaphore de ce que l'humanité peut avoir de meilleur dans cette mort permanente de ses propres principes, dans cette invention, cette révolution permanente.
la mort à venir, peut-être même volontaire, Dubuffet s'en est fait une alliée, n'est-ce pas? La sentant venir ou l'ayant probablement programmé, il s'est approché du trou noir. On pourrait prendre la comparaison physique, n'est-ce pas? Là, dans les grandes vitesses de la fin, l'intensité va et génère les œuvres les plus fortes. On ne peut pas dire que c'est non figuratif, ça serait une mauvaise lecture que d'y voir de l'abstraction lyrique ou de la peinture gestuelle. Non, il y a là comme un graphisme hors de tout vocabulaire, hors de tout alphabet, un graphisme qui s'invente lui-même, qui génère quelque chose. C'est peut-être proche du monde quantique ou de ces mondes complètement imaginaires dans lesquels s'aventurent les hommes de science. Paris, 15 août 1983. Cher Jacques, je continue ma série des Mires. Ce sont peintures qui se tiennent en suspens entre simples manifestations des impulsions de la main humaine, théâtre d'impulsions psychiques, et descriptions sibyllines de lieux, effets concrets mais inidentifiables. Rien de nommable n'y apparaît. Elles récusent le vocabulaire. Elles sont faites tout uniment dans la même technique, sommaire mais véhémente, et leur nombre s'accumulant, elles prennent allure d'une inépuisable saga. Leur format est maintenant grand. Très peu de gens les ont vus chez moi, aux rues de Sèvres, mais il y a des cas de gens que ces peintures excitent fiévreusement. Mais je peux bien comprendre qu'au regard d'autres gens certainement plus nombreux, elles apparaîtront nihilistes et dénuées d'aucun sens. Je t'embrasse. Ce sont des œuvres très dynamiques, très gestuelles, et qui ont été faites au moment où Dubuffet avait des vertèbres délabrées et était condamné à l'immobilité quasiment. Il ne pouvait plus se déplacer. Ces œuvres qui parfois sont gigantesques, en particulier dans les Mires, le cours des choses, ce Ferreur, qui est la plus grande peinture qu'il ait faite. C'est ça, 32, faite de 32 panneaux, n'est-ce pas? Elle doit avoir 12 mètres de largeur ou quelque chose comme cela. Très dynamique, très gestuelle. Or, ce sont le fait d'un homme quasiment paralysé. Eh bien, une fois de plus, il a pris le parti de l'ennemi. Puisqu'il était donc rivé à sa toile, Chiche, il a agrandi encore ses formats. Il s'est fait comme une fourmi à l'intérieur d'un monde qu'il ne dominait pas, et il a tiré parti de cette réinsertion dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'il a été par petits bouts, n'est-ce pas, faisant une toile de 12 mètres de large, effectivement, il l'a faite petit à petit sans jamais en perdant le contrôle de cette machinerie formelle, de ce système symbolique. Donc c'était la capacité de s'immerger dans l'espace, de s'immerger dans quelque chose d'englobant dont on perdait le contrôle. Ça joue d'ailleurs aussi avec les méthodes scientifiques contemporaines, n'est-ce pas, où l'observateur fait partie du système observé et est en train de découvrir que ses facultés cognitives sont constitutives de l'objet qu'il est en train d'étudier, donc il perd son objectivité, etc. Ça entre en résonance, cette nouvelle situation d'immersion dans l'œuvre, ça entre en résonance avec ce que la science a de plus vertigineux aujourd'hui. Tu récuseras ce que tu avais pris pour la réalité. Ton regard, tu le déshumaniseras, tu le nettoieras de tout ce qu'on avait voulu t'apprendre. Tu le libéreras des noms donnés aux choses. Ton regard, tu le fixeras au moment qu'il n'est pas encore interprété, pas encore dénaturé par les noms donnés aux choses. Il n'y aura plus de choses quand il n'y aura plus de noms. Alors tu découvriras qu'il y a dans le monde bien plus de choses que n'en dénombrait le vieux caduc répertoire, et qu'elles ne sont pas de la sorte qu'on t'avait fait croire. Ce que tu avais pris pour objets et corps n'était rien de plus que transitoire figure. Elles te trompaient. Tu n'y porteras plus attention. Elles se font et se défont. Elles n'ont pas de propre substance, ne sont que l'heure d'un instant. Ôte maintenant du champ le falsifiant jalonnement de la fable humaniste. L'être n'est pas en ces quelques points où tu croyais le voir.
L'être est partout, un bouillon qui ne s'interrompt pas, qui circule au-dedans comme au-dehors, des figures que tu avais prises pour des corps doués d'existence propre. Rien de ce que tu avais cru n'existe, et tu n'existes pas non plus. Confère à tes idées de devenir des choses. Autant que je percevais le monde au travers du code humaniste, je voyais ici un arbre, là un oiseau. À présent, ne se voit plus rien de tels objets futiles. Rien que l'élan vital, impétueux, occupant en entier ce que j'appelais l'espace. Et le parcourant de ces agitations, je n'ai plus à prendre garde à des accidentelles fugaces condensations que j'avais prises naguère pour arbre ou pour oiseau. Je ris de ma méprise. Seront révolues dorénavant les notions de ce niveau. Je ne veux plus y croire. Je sais qu'il n'y a pas de vérité, hors celle que la pensée institue. Je célèbre mes noces avec le monde, que ma pensée se plaît à projeter. Il sera désormais mon lieu, mon aliment, mon bain et mon théâtre. J'en fais le serment. En 1983, date de s'émir, il s'est posé la question que faire. Et on a pensé que ce pouvait être les derniers tableaux. Et puis il a trouvé le ressort nécessaire et bien suffisant pour réaliser ces extraordinaires non-lieux. Il a mis un terme à son travail le 1er décembre 1984 d'une manière parfaitement lucide et très délibérée. Donc c'est d'une part très émouvant pour cette raison. Il est clair que c'est une sorte de testament de tout l'œuvre. No Man's Space. Évolution. Foisonnement. Indice. Course. Danse. Activation. Hâte. Errance. Dispersion. Récusation de l'être. Élan. Ébat. Épanchement. Non-lieu. Ces non-lieux sont beaucoup plus tragiques. Il est allé avec les non-lieux plus loin qu'il était allé avec les mires. Il dit même, il se pourrait bien que j'ai mené mon train trop loin, qu'il soit sorti de ses rails, sans possibilité de faire machine arrière. Voilà. Au point où le voilà, perdu la différence entre l'être et le non-être, la peinture n'a peut-être plus rien de ce qui faisait sa vocation, elle a perdu son axe. La pensée aussi. La table, on revient toujours à la table n'est pas seulement devenue trop rase, il n'y a plus de table. Le peintre n'aurait plus alors qu'à plier bagage, ce sont là craintes qui m'assaillent. Le passé de la peinture est tellement riche, ce qui n'est bien passé, ça nous pend, dès qu'on prend le pinceau, on a tout le monde qui nous pend au bras, enfin... de Velázquez au primitif, de Fra Angelico à Cimabue. Bon, alors on a le bras complètement, on a déjà une crampe avant de commencer. Donc c'est vrai que l'oubli... J'entendais l'autre jour Karmitz dire que nous sommes en guerre, que du point de vue des images, des médias, de l'audiovisuel, etc., la barbarie était en train de monter, une sorte de conditionnement universel, d'homogénéisation de l'esprit humain par le moyen des médias. Les enjeux sont clairs, n'est-ce pas? Il y a des gens complices de cet abrutissement collectif, il y a des collaborateurs, des résistants, et je crois que cela a déjà été dit par Dubuffet dans Asphyxiante culture, de dire la culture c'est l'ordre, et tout ce système culturel, il parlait surtout d'un certain système parisien, ce sont des auxiliaires des forces de l'ordre, il faut se battre là contre. Et effectivement, ce que nous a laissé Dubuffet, c'est un peu notre responsabilité. En faisant une émission de radio, on est complice. Oui, sûrement. On devrait être inventif. Hein. Bon, on n'est pas tous artistes, mais ce que je veux dire, c'est que si ce sont les symboles eux-mêmes qui sont déjà infectés,
il y a un travail symbolique à faire. Les mots mêmes que nous utilisons, nous devons être vigilants, nous devons, sinon inventer des néologismes, du moins les agencer de telle manière qu'ils fonctionnent autrement. Oui, nous sommes presque condamnés, si nous voulons résister, à nous faire artistes, c'est-à-dire que l'art est aussi requis dans ce combat que la résistance politique. Moi, il faut être une tête de cochon. C'est pas toujours facile à l'être parce qu'en fait, c'est ça le rapport à l'autre. On veut qu'on soit dans le monde de l'art contemporain. Enfin, ce qui se passe, tout nous pousse à être des anti-artistes qui exposons bien dans la galerie et faisons surtout toujours la même chose pour faire une peinture rassurante. On a besoin d'être rassurant. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un peintre rassurant. Mais on nous demande ça. Il faut tout le temps se battre et donc c'est vrai qu'on a. C'est ça qui est difficile, je crois. Si on veut montrer une diversité, parce qu'on sent que la diversité est importante, parce qu'on travaille sur la multiplicité, parce qu'on travaille sur quelque chose qui n'a pas forcément une cohérence apparente ou une lecture, je dirais, homogène dès le premier coup d'œil, eh ben non, on tente tout le temps à nous ramener vers cette lecture, vers ce côté lisible, de lisibilité, au premier abord. Et ça, je me bats beaucoup contre ça. Je me bats contre moi-même. C'était Jean Dubuffet, vu par Michael Schatt, peintre, Armande de Trintignant, Frédéric Gégère, René Patier, de la Fondation Jean Dubuffet, Michel Thévaux, directeur du Musée de l'Art Brut, Alain Bonfant, professeur d'histoire et théorie de l'art à l'École des Beaux-Arts de Paris, et les enfants du centre de loisirs d'Issy-les-Moulineaux, conduit par Madame Frappat. Texte lu par Pierre Ollier, écrit brut extrait du spectacle Usesso. Expérience musicale de Jean Dubuffet. Prise de son Frédéric Sordoyer, mixage Philippe Destrebec et Antoine Lehambre. Une émission réalisée par Isabelle Ihuel et proposée par Philippe Béziat. Paris, 16 février 1985. Je suis tout à fait étranger au projet d'émission radiophonique de la dame Damien, que je ne connais pas. J'ai une aversion pour ce genre de choses, qui me paraissent totalement oiseuses. Elles ont cependant le don de faire frétiller X. Elle a dû prêter son concours en prenant garde de ne pas m'en parler, sachant que cela m'agace. Elle aime beaucoup pas faire la maîtresse d'école. Mon avis est que tu ne t'embarrasses pas de pareilles corvées et que tu fasses plutôt tranquillement ton cidre à Auzouville. Dans la terre, bonhomme, tu vas me mettre de la terre plein les salles de peinture après.